Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs de Radio M, bonjour. Nous avons le plaisir d'accueillir ce matin à Radio M Najib Sidi Moussa. Najib Sidi Moussa, bonjour. Vous êtes docteur en sciences politiques et auteur de Algérie, une autre histoire de l'indépendance, trajectoire révolutionnaire des partisans de Messali Hadj, qui vient s'étouffer d'être édité aux éditions Barzak, que vous pouvez retrouver dans les meilleures librairies à partir d'aujourd'hui, on va dire. Hein. Oui, voilà. Bienvenue. Merci dans le contexte révolutionnaire d'Alger. Voilà, d'une révolution à l'autre. D'une révolution à l'autre, c'est sympa ce qui se passe. C'est le moment aussi de parler donc justement d'une révolution à l'autre, des héritages, des différents héritages qui nous influencent, qui nous traversent. Celui de l'œuvre de Messali Hadj et de ses partisans évidemment en est un. Première question. Oui. Bon, dans ce livre qui s'appelle quand même une autre histoire de l'indépendance. Qu'est-ce que nous savons déjà du courant messaliste, de l'œuvre de Messali Hadj, qu'est-ce que nous savons déjà qui n'est pas été révélé, que vous avez dans votre enquête révélé? Alors, il est vrai que dans les grandes lignes, les Algériens, et pas seulement les Algériens, connaissent les principaux épisodes, les principaux acteurs associés au courant de Messali Hadj, et en particulier la séquence du MNA qui cristallise souvent les attentions et les tensions. Ce que je pense avoir apporté dans mon modeste travail, qui est issu d'une thèse que j'ai soutenue il y a quelques années maintenant, c'est peut-être se mettre davantage à hauteur d'homme, et en ayant mobilisé des archives aussi bien de surveillance qui, on va dire, pour les travaux pionniers de Harbi et de Stora, ils n'ont pas pu forcément y avoir accès en leur temps, quand ils ont fait leurs travaux dans les années 70-80, sachant que les archives sont ouvertes à partir des années 2000 notamment, tous les archives de surveillance de l'armée, de la police, archives diplomatiques. Donc j'ai pu mobiliser d'une part cet aspect, et d'un autre côté, grâce à la bienveillance de Jenina Messali Ben Khalfat, j'ai pu également consulter les archives de Messali et de son mouvement, c'est-à-dire des correspondances, des rapports qui m'ont permis de voir le mouvement de l'intérieur, donc pas seulement de l'extérieur, c'est-à-dire comment est-ce que l'État français, les services de répression pouvaient considérer ce mouvement et ses partisans, mais j'ai également pu voir vraiment de l'intérieur avec les tensions également, les conflits internes. Ça m'a permis à mon sens, de donner une autre profondeur à ce travail, et quelque chose qui n'a pas pu être exploré jusqu'alors. Alors ça, c'est ce qui permet évidemment d'apporter on va dire dans le langage d'aujourd'hui, de la data qui n'a pas été exploitée auparavant. Mais est-ce que le livre construit une thèse à partir de ça? Est-ce qu'on change de regard à partir en utilisant de nouveaux matériaux ou des matériaux additionnels? Alors, évidemment, ce que je voulais dire, c'est au niveau méthodologique et de l'approche, ce ne sont pas les sources qui font le questionnement. Mon questionnement, en réalité, mes questions de départ, c'était comment est-ce que des Algériens colonisés deviennent révolutionnaires, comment ils font la révolution et comment est-ce qu'ils y demeurent fidèles après. Donc c'était vraiment à partir de cela, en m'appuyant notamment sur des trajectoires de dirigeants, d'individus. Donc ce n'est pas une histoire d'organisation. Je ne cherche pas je n'ai pas fait la séquence ENA, la séquence PPA ou la séquence MNA ou Néo-PPA. J'ai essayé, en m'appuyant, mais on en discutera peut-être après, sur un échantillon qui me paraissait significatif de dirigeants messalistes, sachant que pour moi, Messali est sans doute l'arbre qui cache la forêt des messalistes, puisqu'il est significatif d'une trajectoire, mais il n'est pas représentatif et emblématique de toutes les trajectoires de ses partisans, qui ont eu des devenirs pluriels. Certains n'ont pas pu voir l'indépendance de leur vivant, puisqu'ils sont morts avant. 25% sont morts en dehors de leur pays de... Voilà, par exemple. De ceux qui étaient dans le CNR. Tout à fait. D'autres ont rejoint le FLN, d'autres ont arrêté la politique une fois l'indépendance acquise, ce qui n'a pas été le cas de Messali, qui a continué jusqu'à sa mort à animer un courant politique. Donc, mon objet, mon questionnement, c'était vraiment celui de l'expérience révolutionnaire des individus, de la trajectoire, donc avant, pendant et après ce qu'on appelle la révolution, sachant que, à mon sens, la révolution, ce n'est pas la séquence 54-62. J'ai essayé, et là c'est une hypothèse de travail que je soumets à la discussion, de voir un peu plus, de dépasser le cadre, de dépasser les bornes chronologiques. Pour moi, la révolution algérienne, ce ne sont pas seulement les faits d'armes, ce sont tous les actes de désobéissance
face à un ordre qui a été l'ordre colonial. C'est donc une révolution anticoloniale, et j'ai essayé de prendre en considération toutes les formes de contestation du pouvoir, non seulement à l'égard donc du pouvoir colonial, mais aussi du pouvoir patriarcal. Là, vous rentrez en conflit déjà avec M. Ali Hadj, qui considérait que Abdelrahman Kiwan à la mairie d'Alger à côté de Chevalier, c'était pas très révolutionnaire, enfin, que le MTLD et les centralistes en particulier s'étaient fourvoyés dans une politique réformiste. C'est pas de la désobéissance, tout ça. Non, pas forcément. Mais justement, en fait, restituer tous ces débats, ces controverses, je pense que ça permet peut-être de remettre en perspective ce que j'appelle ou ce que je considère comme étant la révolution algérienne. C'est comment est-ce que des personnes ont à un moment donné essayé de faire des compromis, ont pu croire qu'en participant aux élections, notamment communales, puisque vous évoquiez le cas de la municipalité d'Alger, comment est-ce qu'en participant des élections dont on savait très bien qu'elles étaient en grande partie truquées, où il y avait de toute façon 2 collèges qui instituaient l'inégalité entre les colons et les colonisés, comment est-ce que cette situation de blocage, comment la crise au sein du parti messaliste, le MTLD, a abouti, notamment pour les plus jeunes et les plus activistes, à estimer que seul le recours à la lutte armée allait solutionner les problèmes politiques. Alors, il y a dans votre travail, donc je rappelle, donc Algérie, une autre histoire de l'indépendance, un chapitre dédié au fameux congrès du 14-16 juillet 1954 à Ornu, en Belgique, près de la frontière française, qui de toute évidence était un moment fort et était un tournant. On est en pleine crise du PPA-MTLD et la majorité du parti qui est fidèle à la figure du patriarche, du chef du parti, M. Ali Hadj, se réunit donc en Belgique, en fait, pour excommunier, pas seulement, enfin, ça c'est peut-être la branche, l'histoire dominante qui nous l'a laissé le comprendre comme ça. Vous dites, il n'y avait pas que ça au congrès d'Ornu, l'excommunication, j'ai pas été au bout de l'excommunication du courant réformiste centraliste. Il y avait aussi une trajectoire révolutionnaire. Mais elle se réalise pas parce que le 1er novembre arrive et en fait double cette dynamique-là. Question peut-être simple, les militants qui étaient sur place, M. Saline est en résidence surveillée, n'a pas pu assister. Qu'est-ce qui leur a manqué pour saisir ce moment d'histoire? Et si M. Saline était présent, est-ce que la trajectoire était différente? Non, je pense que Messali présent, ça n'aurait pas changé grand-chose. C'est-à-dire que malgré sa situation, il a quand même été assisté de dirigeants de premier plan du MTLD qui ont exécuté ces directives, ou en tout cas qui l'ont très largement associé aux discussions préparatoires au Congrès. Notamment dans le livre, je restitue des correspondances entre dirigeants messalistes et de dirigeants messalistes à Messali, qui a suivi chaque étape de la préparation de ce Congrès, qui, il faut peut-être le rappeler, est la dernière grande réunion politique avant le 1er novembre 54, puisqu'on a plusieurs centaines de délégués des différentes sections du PPA-MTLD qui étaient alors en crise, comme vous l'avez rappelé, donc tendu entre ce qu'on appelait les centralistes, c'est-à-dire les partisans de la majorité du comité central, et les messalistes qui étaient, eux, restés fidèles à la figure de Messali. Donc le congrès d'Ornu, il faut le comprendre sur différents plans. C'était d'une part, pour les messalistes, la question du recours à la lutte armée ne faisait plus question. C'est que tôt ou tard, ils s'y amenaient, mais pas forcément le 1er novembre, et on voyait ça davantage fin 54, début 55, selon les estimations. Je ne veux pas forcément rentrer sur ces débats, sachant qu'il y a peu de sources fiables, et que les personnes qui pouvaient témoigner d'une manière plus ou moins, avec plus ou moins d'assurance, ne sont plus de ce monde. Mais la question de la lutte armée était plus ou moins réglée pour les messalistes, et c'est d'ailleurs quelque chose qui a été discuté au sein du congrès d'Ornu, dans des commissions clandestines, qui n'étaient pas ouvertes à tous les militants. C'était pas dans le cinéma, là? Alors, c'était en marge, c'était à la marge, sachant qu'effectivement le congrès d'Ornu a eu lieu dans un cinéma, le cinéma Le Star. Un point qui est quand même important, deux points qui sont importants pour le congrès d'Ornu, c'est d'une part réorganiser le parti. Les messalistes sont très attachés à la forme parti, ce qui n'est déjà plus le cas des activistes. Pour eux, la question du parti, des élections, c'est terminé. Les messalistes ont continué à penser l'articulation entre le parti. On peut aussi parler peut-être de l'héritage bolchevique, oui, depuis la tournure africaine du courant messaliste, mais qui n'est qu'un héritage, ce n'est pas le seul. Et d'un autre côté, donc la volonté donc de solutionner la crise à travers la réunification du parti, et d'un autre côté, il y a la question de l'internationalisation de la question algérienne.
Parce que il n'y avait pas que la lutte armée, il y avait aussi toute la question diplomatique. Et d'ailleurs, quand la question algérienne sera inscrite à l'ordre du jour de l'ONU, les messalistes dans leur journal, La Voix du Peuple, vont dire c'est une victoire du Congrès d'ONU. Parce que c'est une question qu'on a posée à ce moment-là. Oui, enfin, c'était pour la FLN une victoire de la bataille d'Alger, enfin de la guerre des 8 jours plutôt. Enfin, certes, bien sûr. Bon. Alors, le Congrès d'ONU alors nous ce qu'on en sait, hein, pour voir si dans votre enquête il y a quelque chose qui vient corroborer ou contredire cela, c'est que lorsque les activistes ont envoyé Moussa Ben Boulaïd rendre visite à Msalih Hadj dans sa résidence pour lui dire voilà, les activistes, nous sommes en train de préparer le coup de feu. Et on a besoin de votre assentiment, de votre validation. Il avait dit, je règle le problème d'abord du parti et on s'occupe de la stratégie révolutionnaire et de l'insurrection après. Ce séquençage, d'abord l'outil politique, ensuite le bras armé. En fait, en gros, dans l'enquête, on n'a pas d'éléments qui viennent le contredire. C'était vraiment le logiciel avec lequel a fonctionné le MTLD qui est devenu plus tard le MNA. Complètement. Non, mais là-dessus, rien ne vient contredire cette version qui me semble la plus juste dans la mesure où, je le répète encore, ce qui est, on va dire, pour utiliser un mot contemporain, identitaire ou consubstantiel chez les messalistes, c'est d'une part l'attachement, la fidélité à Messali en tant que personne incarnant la continuité de la lutte anticolonialiste depuis l'étoile nord-africaine, incarnant une figure martyre finalement, hein, si on devait compter le nombre de détentions, oui, mais évidemment. Donc cet attachement très fort à Messali, et l'autre aspect, c'est l'attachement très fort au parti, et en particulier au PPA. Et la commémoration continue du 11 mars 37, c'est aussi pour faire écho aux dissensions, aux rapports compliqués avec la gauche, notamment le Front populaire qui a dissous l'étoile nord-africaine. Donc la commémoration du 11 mars 37, c'est pas quelque chose d'anodin, c'est en même temps fidélité à Messali et fidélité au parti. Donc là-dessus, évidemment, pour les messalistes, il était inconcevable de dissoudre leur parti et plus encore de se dissoudre dans le FLN, par exemple. Ce qui va être une autre source de conflit. Najib Sidi Moussa, pardon, je ne trouve pas Sidi Saïd. Oui. Najib Sidi Moussa, jusque-là, c'est la même histoire de l'indépendance, jusque-là. Oui, Elle commence quand? Alors, l'autre histoire de l'indépendance, le titre de votre livre. Ah oui, alors, c'est un autre regard sur la marche à l'indépendance, justement en s'intéressant à un courant qui a été marginalisé, qui a été longtemps ostracisé et qui a réémergé par la suite, notamment dans le champ historiographique, comme je le disais, par les travaux de Stora et Harbi, et progressivement dans le champ médiatique en Algérie après les émeutes d'octobre 88. Donc peut-être que votre question était davantage sur qu'est-ce qu'il y avait de différent par rapport au courant majoritaire. Alors fondamentalement, c'est dit dans la conclusion. En fait, ce que les messalistes ont raté, on va peut-être l'évoquer pendant un moment, c'est qu'on était passé à une situation où la légitimité se construisait sur le fait d'avoir pris les armes et d'être passé donc de la théorie révolutionnaire à l'acte révolutionnaire au sens de la lutte armée, alors que le morphotype du militant messaliste, la formation classique, c'est de structurer un mouvement de masse sur un plan politique. Et ce saut, le MNA n'a jamais réussi à le faire. De devenir aussi une organisation révolutionnaire qui mène une lutte armée sur le terrain. Il n'a pas eu le temps de se mettre au diapason. Alors justement, c'est ce qui pose, là encore, toute la question du contexte de crise 53-54. Donc comme je le rappelais, pour le congrès d'ONU, pour les congressistes d'ONU, qui étaient souvent tiraillés d'ailleurs. Certains étaient déjà en contact avec le courant des activistes et pour notamment les plus jeunes, pas que les plus jeunes d'ailleurs, vont basculer très vite du côté du FLN. Sur notamment la question du recours à la lutte armée, puisque des délégués, des militants et certains dirigeants estimaient que les choses traînaient un peu. Il y avait une sorte de je vais pas dire de précipitation, ça risquerait peut-être d'être mal interprété, mais l'Algérie semblait à la traîne dans le contexte maghrébin, puisque aussi bien nos voisins tunisiens que marocains étaient déjà passés à la phase de l'action directe. Donc, dans le contexte de 54, l'Algérie est à la traîne dans la lutte anticoloniale, ce qui suscitait certaines tensions, certains ressentiments chez les militants révolutionnaires algériens, notamment les nationalistes. Dans cette conjoncture, il y a toujours des calculs politiques qui sont faits. Et je m'appuie notamment sur un témoignage d'Ahmed Ben Bella,
qui peu avant d'ailleurs sa destitution, a dit à un journaliste, un auteur français, qu'ils anticipaient, en fait, ils avaient décidé de couper l'arbre sous le pied aux messalistes, en anticipant qu'en cas de déclenchement de la lutte armée ou d'action militaire, la répression allait s'abattre sur les messalistes, puisqu'ils étaient davantage connus des services de répression coloniaux. Donc il y a eu... Ce qui s'est passé aussi pour les centralistes à Alger, en Algérie. Bien sûr. Et d'ailleurs, comme les centralistes et les messalistes ont subi la répression, il y a eu un court moment, mais qui est souvent évacué, où ils se sont retrouvés à discuter ensemble. Mais très vite, les centralistes ont rejoint par la suite le FLN. Mais il y a toutes ces nuances, cette incertitude que j'ai essayé de restituer bien modestement dans ce livre de quelques 300 pages, qui sont souvent évacués au profit de grands récits, de caricatures, dont on a parfois besoin pour penser et pour discuter. Mais ce qui m'intéressait encore de restituer, c'est comment est-ce que les hommes et les femmes font leur propre histoire pas à pas, dans un contexte d'incertitude, de répression, de revirement, de double ou de triple jeu parfois. Alors, on peut comprendre pourquoi le FLN a fini par s'imposer en Algérie. C'est là où il a pris l'initiative donc du 1er novembre de l'insurrection. Il a laissé l'ambiguïté d'ailleurs sur le leadership de cette révolution. Les gens qui pensaient que c'était Messali, on les a laissé le croire parce que ça servait la cause, notamment en Kabylie. Et donc, on peut le comprendre. Mais pour l'immigration, c'est quand même une vraie grande question. Comment le courant Messali, c'est une figure qui avait beaucoup de soutien, de sympathie. C'est un emblème. La classe ouvrière algérienne en France lui était très attachée, etc. Et en 3 ans, on va dire 54, fin 57, début 58, c'est le FLN qui devient dominant en France. Bon, on sait que c'est passé aussi par des méthodes style Melouza, mais format en France, etc., des liquidations physiques. Est-ce que les militants messalistes ont fait l'erreur de croire que leur lien avec les soutiens européens allait les protéger, leur maintenir le leadership? Je ne pense pas que ce soit forcément leur lien. On peut aborder cette question avec, finalement, ce qui était un microcosme. Les anticolonialistes en France étaient minoritaires. C'était des individus, des courants, des tendances qui étaient à l'ombre de la SFIO, de la grande direction de la SFIO, du PCF et de la CGT. Les anticolonialistes conséquents qui ont soutenu mordicus les indépendantistes ont toujours été une poignée, en réalité, et plus encore avant 54. Là-dessus, je pense qu'il faut être clair, et on est d'accord sur ce point. Donc, ils ne comptaient pas nécessairement sur un appui de ce côté-là, même s'il y a eu des services qui ont été rendus, notamment des transferts de fonds, des planques, des réseaux de solidarité, qu'on connaît beaucoup plus du côté FLN, mais qui ont existé côté MNA, sachant justement, comme vous l'avez rappelé, que jusqu'en 56-57, dans l'émigration, le MNA pèse beaucoup plus qu'en Algérie, où il va très vite perdre pied au profit du FLN. Donc, comment expliquer finalement que le FLN ait supplanté une organisation jeune qui a priori sort de nulle part et supplanté le MNA? C'est que, à mon sens, il y avait également une très forte aspiration à l'unité d'action et l'unité organisationnelle. Donc, ce que le MNA n'a pas réussi à faire, c'est le FLN qui a capté cela. Dans le livre, il y a un passage où il y avait les comités Messali jusqu'à parce qu'il était toujours détenu, qui réclamait sa libération. Et à un moment donné, le fait de toujours se référer à la figure de Messali pouvait devenir un handicap, un frein. Tout à fait. Oui, bien sûr. Quand il s'agissait pour les militants anticolonialistes, qui est encore un microcosme, une minorité en France, quand il s'est agi de lutter contre la répression coloniale, eh bien, les militants français qui étaient les plus engagés dans le soutien à Messali ou au MNA ont décidé de personnaliser, ou en tout cas de nommer ce comité pour la libération de Messali et des victimes de la répression. Eh bien, il y a eu un débat, effectivement, qui était, encore une fois, très limité, mais qui était significatif de quelque chose. C'est-à-dire que même s'il n'y avait pas, à ce moment-là, d'hostilité contre Messali ou le MNA dans les milieux anticolonialistes, eh bien, certains estimaient que ça pouvait desservir la cause du combat de l'indépendance, de toujours se rapporter à Messali. Donc, ça fait partie des débats. Mais ce que je voulais dire pour répondre à votre questionnement, c'est que il y a eu la répression coloniale, qui était quand même massive. Il y a eu plusieurs rafles, des arrestations, qui ont joué beaucoup dans la démoralisation des militants. Sachant que, notamment dans l'immigration, le MNA est resté fidèle à un répertoire d'action qui était celui de l'ENA, du PPA, du MTL. Typiquement, c'est les manifestations de rue. Le problème des manifestations de rue, c'est que très vite, on arrête, on identifie et on démoralise. Et
ce que le FLN n'a pas fait, par exemple, puisqu'ils n'ont pas adopté le même répertoire d'action, ils étaient beaucoup plus prudents de ce point de vue-là, et bien, notamment, rien que sur ce point, ils ont permis à des militants ils ont permis le recrutement de militants qui ne voulaient pas s'exposer dans la rue, sachant très bien ce qui allait se passer. Donc, ça, déjà, c'est un élément qui est parfois occulté dans la discussion ou dans les discussions. C'est important. Et c'est très important. C'est important. L'autre aspect, c'est aussi, il faut aussi comprendre, en contexte de répression, en contexte de guerre et de révolution, les comportements bureaucratiques ou antidémocratiques au sein d'une organisation, sachant que les nationalistes n'étaient pas forcément connus pour être de grands démocrates, quoi qu'on puisse penser, c'est-à-dire la cause, de mon point de vue, la cause pour l'indépendance, la cause anticoloniale, était démocratique dans le sens où elle exprimait une aspiration à la liberté, sauf que les partis nationalistes, quels qu'ils soient, FLN ou MNA, n'étaient pas non plus connus pour leurs grandes pratiques démocratiques. Non. Donc ça va s'accentuer également. Donc parfois des ambitions qui vont être déçues, des pratiques qui ne vont pas être acceptées, et tout ça va accompagner une sorte de désengagement ou de ralliement, soit au FLN, soit un arrêt du militantisme. Alors, ralliement, arrêt du militantisme, découragement, l'affaire Bellounis, ça a beaucoup joué aussi. Alors, mais c'est avec de l'ambivalence là encore. Il faut l'affaire Bellounis a pu être perçue chez certains messalistes comme étant finalement le prélude à la négociation et à une solution négociée avec la France. Donc en allant vers l'indépendance, sachant que, vous le savez sans doute, dans son quartier général, Bellounis parfois brandissait l'étendard algérien, ce qui a suscité, c'est dans les rapports que j'ai pu consulter, la colère de la part d'administrateurs coloniaux ou de certains officiers de l'armée française. Donc très grande ambivalence. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais chez certains de double jeu, voire de triple jeu. Certaines personnes pouvaient être engagées au MNA, discuter avec le FLN et parfois avoir des rapports avec l'administration. Donc, mais on est typiquement dans une situation coloniale où on ne peut pas échapper à l'administration, aux services de renseignement et de répression, et essayer malgré tout d'avancer un agenda pour l'indépendance. Nadib Sidi Moussa, il y a dans votre livre un chapitre consacré aux frontières de l'appartenance nationale où on évoque beaucoup la question palestinienne. Est-ce qu'il y a quelque chose qui identifie plus le MNA dans sa relation à la question palestinienne que le FLN n'a pas? Alors oui, justement, je m'appuyais sur le travail d'un universitaire qui, en épluchant Al-Moudjahid, se rendait compte que la question israélienne et palestinienne n'était pas évoquée. Son hypothèse, c'était qu'il s'agissait pour cette direction du FLN, de ne pas froisser certains militants de gauche sensibles à la question algérienne, mais qui pouvaient avoir des positions pro-israéliennes. Ce que j'ai remarqué, donc, c'est cette observation qui m'a fait me pencher sur cette question du côté messaliste. On se rend compte que jusqu'au moins en 1956, le MNA reste fidèle à toute cette tradition de soutien à la Palestine arabe. C'est important de le préciser. Donc, notamment lors de la crise de Suez, il y a des déclarations très virulentes publiées dans La Voix du Peuple. Octobre 56. Voilà. Contre l'État d'Israël, c'est-à-dire c'est l'antisionisme radical qui s'exprime encore. Or, ce que j'ai pu constater, c'est que peu de temps après, il y a une sorte de relâchement ou une attitude beaucoup plus libérale qui va s'exprimer du côté du MNA, aussi bien à l'égard de la question israélo-palestinienne où la direction devient un peu plus évasive, fait des déclarations où elle laisse entendre que un avenir dans la Méditerranée est possible pour tous ceux qui y sont, sans préciser évidemment l'État d'Israël, mais on peut comprendre que ça renvoie à ça, et également, ça aussi c'est important de le dire, une position beaucoup plus libérale à l'égard de la minorité juive d'Algérie. Donc les deux ne sont pas disjointes chez la direction du MNA. Et comment est-ce qu'on peut comprendre cette attitude? C'est qu'à partir du moment où les messalistes, donc là on est plutôt en 59, on n'est plus en 55, 56, où il y a encore un héroïsme qui s'exprime, où la prétention d'être le parti d'avant-garde est explicite dans les tracts et les déclarations, et bien à partir du moment où les messalistes deviennent eux-mêmes à leur tour une minorité politique qui est menacée soit de destruction, soit d'exil, eh bien elle est beaucoup plus sensible au sort des autres minorités d'Algérie, notamment la minorité européenne et la minorité juive. Il y aura des initiatives ou des déclarations qui vont être prises en ce sens, mais finalement tout ça va s'arrêter à partir du moment où en 62, eh bien la question de la présence des Juifs d'Algérie et des Européens d'Algérie va être réglée par leur départ, et là les messalistes vont reprendre
leur rhétorique très centrée sur la question arabe et islamique, finalement, dans le rapport à la Palestine. Alors, de tout ce parcours-là, on sait qu'il y a beaucoup d'influences idéologiques qui ont traversé le mouvement messaliste, le PPR-MTLD déjà. Enfin, on se rappelle toujours que l'étoile nord-africaine est née dans le giron du PCF de la meilleure période, de celle de 25, qui n'était pas encore complètement bureaucratisée et stalinisée. Il y a eu les influences panarabistes, il y a eu des influences islamiques. Ça, c'est la personnalité un peu syncrétique de Messali Hadj. Le MNA, à la fin de la guerre de libération, qui est en train de devenir une minorité, c'est bien cette approche de le situer comme ça et qui commence à réfléchir différemment, etc. Qu'est-ce qu'il a gardé le plus de tout cet héritage très riche et divers finalement? Je pense que ce qu'ont gardé le Messali, ce qu'ont gardé les dirigeants du MNA et ensuite ceux du néo-PPA, donc qui étaient les continuateurs, les héritiers qui étaient interdits en Algérie et qui ont activé dans la clandestinité et aussi dans l'exil, dans l'émigration. Je pense que ce qu'ils ont gardé, c'est une sorte de populisme, une sorte de nostalgie également révolutionnaire et un attachement à des mots d'ordre. Quoi qu'ils en aient fait, notamment un des mots d'ordre qui est resté, qui a été martelé, on va dire, dès les années 20 et jusque dans les années 80-90, et ceux qui se réclament encore de Messali le martèlent, c'est celui de l'Assemblée constituante, par exemple. Donc, il y a un attachement à ce mot d'ordre qui est aussi un héritage à la fois de la Révolution française, qui est un des apports, une des sources du messalisme, si on veut parler comme ça, et qui est également un des mots d'ordre qui a été repris par le courant bolchevique et trotskiste par la suite. Et qu'on retrouve dans le Parti des travailleurs de Louisa Hanoun, qui a hérité d'une partie de cette tradition-là à travers la personnalité très attachante de feu Moussa Ben Mohamed, qui était donc messaliste durant la guerre de libération nationale. Qui était justement un des jeunes membres du Conseil national révolutionnaire, sur lequel j'ai travaillé, qui était un élu municipal à Alger, qui était ensuite un des dirigeants du MNA et un des responsables des groupes de choc, mais qui s'est fait très vite arrêter, et qui a passé la plupart donc justement de cette séquence 54-62 en détention, en prison, qui a lui-même évolué. Il y avait déjà des contacts avec les trotskistes et qui, à l'indépendance, s'est séparé du courant messaliste sans animosité, mais sur des bases politiques, et qui s'est donc rapproché d'un courant trotskiste et qui a construit dans la clandestinité le CLTA, l'OST, qui a ensuite donné lieu au Parti des travailleurs. Oui. Ça, c'est une trajectoire qui permet aussi de rappeler comment peuvent évoluer ces militants à hauteur d'homme, donc l'analyse du livre. Alors, on va finir avec l'héritage politique. Est-ce que l'indépendance aurait été différente, question, puisqu'on parle d'une autre histoire d'indépendance, s'il n'y avait pas eu ce grand schisme de messalistes centralistes et si le mouvement d'indépendance avait été conduit par le MTD unifié, avec les activistes peut-être comme branche armée, l'OS. Il faut toujours rappeler que quand même le projet de l'OS s'est fait du temps de Messali Hadj à la tête du parti. Donc le projet révolutionnaire lutte armée était inscrit et on avait commencé à travailler dessus. Il y a eu le complot de 1950 qui a fait avorter ce projet puisqu'on a arrêté tous les responsables de l'OS. Est-ce qu'on aurait eu une Algérie avec une empreinte, on va dire, idéologique et politique un peu différente que celle que le FLN a amenée? C'est ce que pensent les messalistes. C'est ce que pensent certains de leurs alliés en France. Pour ma part, j'estime qu'il y a une matrice qui reste quand même commune aussi bien chez le FLN qu'au MNA. Il y a beaucoup plus, à mon sens, de points de convergence que de points de divergence, au point de vue idéologique en tout cas. En revanche, il est vrai que concernant le rapport au peuple de France, concernant le rapport au peuple algérien tout court, il me semble qu'il y a tout de même un aspect peut-être plus démocratique, avec toutes les réserves qu'on peut avoir du côté des messalistes que chez les autres. Une capacité à écouter le point de vue des autres, la diversité, une forme de modernité politique qui s'est dissipée dans la FLN. Je pense que c'est notamment la question de l'attachement au parti qui signifie qu'on ne peut pas être le seul parti du côté des messalistes, puisqu'ils ont connu, eux, la compétition, l'union ou la désunion avec l'UDMA, avec le PCA, et parfois des frictions, mais aussi des convergences avec les Oulémas. Et à mon sens, mais c'est une question importante qu'il faut peut-être creuser davantage, ils ont aussi la nostalgie, ou ils auraient peut-être espéré
conserver ce pluralisme, je reprends l'expression de Malika Rahal quand elle parle de décennie des partis, je pense qu'il s'inscrivait complètement dans ce jeu-là, en réalité. Et qu'à partir du moment où on sort de ce jeu politique, qui encore une fois, je le rappelle, était faussé du point de vue institutionnel et aussi des pratiques. Et qui était nécessaire d'ailleurs pour construire une génération de cadres politiques. D'apprentissage, effectivement, de socialisation politique, d'apprentissage, etc. Je pense qu'ils étaient davantage à l'aise, les messalistes, surtout l'ancienne génération, étaient davantage à l'aise dans ce contexte plutôt que dans celui de la violence de toutes parts, qui leur a fait perdre au pied et a fait d'eux finalement soit des exilés ou des clandestins ou des pestiférés dans leur propre pays, et qui en un sens les a privés de l'indépendance pour laquelle ils se sont battus. Alors, on peut être d'accord pour dire que peut-être qu'il y avait les ingrédients d'une vision plus démocratique de la construction d'un État-nation d'un nouveau, l'Algérie indépendante, mais en même temps, le messalisme a peut-être aussi charrié des choses qu'on a peut-être assez vu, le culte de la personnalité. Messali, quand même, a beaucoup pesé sur l'étude sur cette génération de cadres du CNR. L'attachement, tous ne sont pas des pro-messalistes au sens premier, mais le culte de la personnalité a quand même beaucoup joué. Et je pose la question, c'est pas innocent. Quand on voit la façon dont nous sommes aujourd'hui, 27 mars, à Alger, une procédure d'empêchement pour le président Bouteflika, vieux, malade, président depuis 20 ans, qui ne s'est pas visiblement envisagé autrement que président à vie de l'Algérie, il est de Tlemcen. On ne peut pas ne pas penser à un moment donné que cette figure de Messali aussi travaillait les dirigeants de l'autre côté du FLN, et qui pensent que rien ne peut se faire sans eux. Messali, la révolution, ça ne peut pas se faire sans moi. Amsa Ben Walid, il lui a dit ça. Ça peut pas le peuple algérien ne bougera pas sans moi. Mais là encore, ce qui n'était pas été complètement faux, puisque si on revient au contexte de 54, dans les maquis de Kabylie et des Aurès, on a mobilisé des partisans en distribuant l'effigie de Messali. C'est que à ce moment-là, c'est pour ça qu'il faut toujours se remettre dans un contexte bien particulier. À ce moment-là, Messali incarne quelque chose. Il incarne quelque chose. Bien sûr. Ça, c'est indiscutable de mon point de vue, même si je suis prêt à discuter de tout. Non, ça c'est un fait d'histoire, c'est clair. Voilà. C'est avéré. L'autre aspect, c'est sur ce qu'on appelle le culte de la personnalité. D'ailleurs, l'expression n'apparaît pas dans la controverse en 54 avec les centralistes. Il parle plutôt de maraboutisme. Maraboutisme, c'est l'expression culte de la personnalité. Hussein Lahouel qui l'utilise. C'est après, c'est justement en écho au rapport Khrouchtchev, 56, etc. Donc c'est une construction, une accusation qui est davantage dans le contexte 56-57. Mais ça c'est pour le détail, pour l'anecdote. Supposons qu'il y ait eu un culte de la personnalité de Messali. Ce n'est pas Messali qui l'a construit. Ce sont plutôt des dirigeants, ceux qui l'ont appuyé pendant des décennies, qui ont eu besoin de créer un chef, un leader, derrière lequel ils se sont cachés et ils ont développé des politiques. Puisque, rappelons-le encore une fois, Messali a passé la plupart de son temps en prison, en exil, éloigné finalement de son peuple et des militants. Ce qui veut dire qu'il y a eu un appareil dans le parti, qu'il y a eu des personnes qui ont instrumentalisé la figure de Messali. Et je ne dis pas ça pour les dédouaner. Il a aussi pu également jouer de cela. Il y a toujours quelque chose d'ambivalent dans la question du charisme, du leadership, etc. Mais est-ce qu'on peut blâmer simplement Messali pour ce qu'ont fait d'autres que lui ? Je ne sais pas. J'essaie d'être juste dans l'analyse en tout cas. Oui, non, mais sur la question, pas de le blâmer, bien sûr, j'ai bien compris. Mais sur la question du zaïmisme, parce que c'est l'expression qui est consacrée. Effectivement, on l'a vu du côté du pouvoir de l'État algérien indépendant. Ben Bella a essayé à son tour peut-être de se mettre dans les habits de Messali, Boumedienne également. Sauf que le rapport au peuple n'a jamais été le même. On pourra essayer de faire toutes les comparaisons qu'on veut, mais le rapport entre le peuple algérien et les dirigeants indépendants de l'Algérie indépendante donc post-62 n'est pas équivalent. Et d'autre part, la question du zaïmisme ou du fait que les dirigeants s'installent dans le siège du chef pendant des décennies, on l'a également retrouvé dans les partis d'opposition, comme le FFS par exemple. Donc il y a peut-être quelque chose à voir là pour le coup au niveau de l'anthropologie, du leadership et de la manière dont se comportent également les pères de famille. D'ailleurs, Najib Sidi Moussa, donc une autre l'Algérie, une autre histoire de l'indépendance, trajectoire révolutionnaire des partisans de Messali Hadj, des travaux dans le pipe qui arrivent sur l'histoire du mouvement national. Eh bien écoutez, si j'ai le soutien de mon éditeur algérois et français, les éditions Balzac pour Alger.
français. Voilà, on peut rappeler les l'éditeur PUF, français. c'est les PUF, Les PUF, les PUF à Paris. Bah, j'aimerais bien poursuivre en faisant un livre consacré spécifiquement au MNA et dans quelques années faire un livre qui sera la biographie de Messali. En m'appuyant sur tout ce que j'ai pu accumuler pendant ces années de recherche, j'aimerais clore cette trilogie dans quelques années. Donc le MNA et Messali par la suite. Oui, c'est très aguichant. Merci beaucoup, merci d'avoir été notre invité ce matin. Merci à vous, merci beaucoup.